Moi, Sony, depuis Venom, Ils essayent de marcher sur je leur fais Enfin, plus ils essayent de confiance. marcher. Ils essayent d'aller, de rentrer dans le move de Marvel. Et ça marche parce que Venom 1 et Venom 2, Ils ont marché malgré que ça soit des bouses intersidérales. cartonne au cinéma. On va pas le débris filmer, mais honnêtement, si je devais lui mettre une on note, aurait pu le faire. On peut mettre une note tout de suite. 1. Venom 2, 0. 1. Moi, je mets 1 parce qu'il y a des efforts, mais honnêtement, si vous pouvez éviter de voir ce film, n'allez pas le voir. Mais là, dans l'immédiat, on va vous parler des 3 films qui sont sortis cette année et qui font partie de l'univers du Marvel Cinematic Universe. Il y a eu, dans l'ordre de parution, Black Widow, numéro 2, Shang-Chi, et numéro 3, The Eternals. Le tout dernier. Le tout dernier qu'on a vu, c'est tout chaud, on l'a vu la semaine dernière. Tout chaud. On l'a vu samedi ou... Non, on l'a vu jeudi. On l'a vu, c'était férié. Jeudi. On l'a vu jeudi de la semaine dernière. Et je vais tout de suite commencer par Black Widow, qui est sorti au mois de mai, il me semble, juillet. Il est sorti au mois de juillet. Et nous l'avons vu avec Raven. Et je vais laisser Raven nous présenter le casting de Black Widow. Et casting! Alors, rassurez-vous, là, les débriefings dureront beaucoup. Bah, ce sera c'est pas 20 minutes par film. On a beaucoup de choses à dire. Alors, on a beaucoup de choses à dire. Et en plus de ça, faut qu'on parle des séries après. Donc, on va aller très vite sur les débriefings. Donc, présente-nous la réalisatrice de ce film. Voilà, donc c'est Kate Shortland. Donc, c'est une réalisatrice australienne, je crois. Australienne, bien sûr, qui a fait des petits films qui ont plutôt bien marché, et puis, mais qui a pas fait blockbuster et tout ça. C'est vraiment des petits films d'auteur. Et puis, ils sont venus la chercher comme Disney et Marvel font depuis quelques temps. Ils vont chercher des petits réals parce que ça coûte moins cher. Attention, ça va couper. Oui, ça coupe, mais c'est pas grave, on arrive. Vous nous entendez. Ils vont chercher toujours des réals moins chers parce que ils peuvent, on va dire, comment on peut dire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, en fait. À la post-prod et au niveau des choix artistiques, Disney peut choisir. Et du coup, c'est toujours facile avec des gens qui sont pas très connus ou qui n'ont pas une très grosse notoriété à Hollywood, qui cherchent eux-mêmes, qui ont déjà fait leurs preuves, parce que cette réalisatrice a fait ses preuves. Et voilà, ils leur promettent en gros un gros blockbuster, parce que même si, comme on va le voir, Black Widow, c'est pas un film qui va cartonner, quoique Black Widow a cartonné, alors ça sera plus Les Éternels, quand on va voir qu'il n'a pas très bien cartonné, mais même si le film est bien ou pas, c'est pas ce qu'ils cherchent, ça va leur faire de la visibilité, de la notoriété pour faire des projets futurs. Taika Waititi en a approuvé, avec ces films qui... Enfin, quoi qu'il y a un de ces films qui est sorti après Thor 3 qui est pas sorti chez nous d'ailleurs. Mais bon. Franchement, il est trop perché ce réalisateur. Oui, mais bon. Alors, les scénarios. Donc, aller au scénario aussi. Donc, oui, c'est ça, je crois. Ah non, pas. Si, elle a collaboré, je crois, au scénario. Mais il y a Eric Pearson qui a travaillé sur Thor Ragnarok, Godzilla vs Kong et la série Agent Carter. Donc, lui, il est un peu dans le mood Marvel. Il y a aussi Jacques Schaeffer, qui est la créatrice de WandaVision, qu'on va reparler un peu plus tard. Je l'ai vu il y a pas longtemps, ça, il y a 3 heures. Alors là, il y a Scarlett Johansson, donc on la présente plus, celle qui joue Black Widow depuis... Alors, elle l'a joué avec ce film-là, je crois que ça fait la 8e fois. Avant son film, elle avait déjà joué 7 fois Black Widow. Elle joue dans beaucoup de films, Scarlett Johansson. Oui, bon, après, on va rester dans la sphère... de Marvel, du MCU. Donc Florence Pugh, qui a été découverte dans Midsommar, le film d'horreur, mais qui va jouer aussi, qu'on va retrouver dans la série Hawkeye. Rachel Weisz, qui a joué dans Constantine, un raccord parce que Constantine fait partie maintenant du DC Universe, et qui a joué aussi dans Agora, un film que je vous conseille. Il y a David Harbour qui a joué dans Stranger Things et Hellboy, il a joué le dernier Hellboy, c'était lui. Ray Winston, Heather Anderson. Et est-ce que Heather Anderson, ça te dit quelque chose? Non. C'est la fille de Mila Jovovich et Paul W.S. Anderson. Je l'avais lu, je te jure, je l'avais lu. C'est celle qui joue elle quand elle est jeune. Oui, c'est ça. Oui, et je l'avais lu quelque part. Il y a Violet McGraw. C'est elle l'enfant du diable. C'est elle l'enfant de Paul W.S. Anderson. Oui, c'est ça. N'allez jamais voir les films de Paul W.S. Jamais. On l'a beaucoup dit, on le redit encore. On le redit encore. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour et surtout ne regardez pas des films de Paul W.S. Anderson. Il y a Ochi Fagbinley. Et puis aussi, je voulais noter qu'il y avait quand même William Hurt qu'on voit ici, qui joue Thaddeus Ross. Et Thaddeus Ross, qui est depuis, si je me souviens bien, le premier Hulk
On le voit dans le premier, l'incroyable Hulk, et dans les Iron Man, il fait beaucoup d'apparitions. En fait, c'est un général militaire qui a un passé, en fait, avec Hulk, mais qui n'est toujours pas développé dans le MCU. De l'MCU pour l'instant, mais c'est un personnage important. Alors, voilà. Black Widow, vous la connaissez tous, vous la connaissez tous et toutes. Black Widow est une agence spéciale qui travaille pour le Shield, mais qui a un passé assez sombre. Un passé où elle était une espionne russe. C'est pas la Sokovie, hein, c'est bien la Russie. Non, c'est la Russie. Tu me mets un doute. Bah, moi, c'est Vanda. Il me semble que c'est une espionne russe qui a été programmée, formatée pour tuer. Et vous avez découvert à la fin de Endgame, on est désolé pour le coup, ça va être compliqué, mais vous savez le destin tragique qu'elle connaît dans la dernière version, dans la clôture de la phase 3 du MCU. Et il n'y avait pas eu de film qui ne parlait que d'elle, et donc on a eu le droit à un film qui parle et qui traite que du personnage de Black Widow, avec donc les enjeux qui la caractérisaient, ce qui faisait que, enfin, qui elle est, pourquoi elle se bat, qui est sa famille. Et pour une fois, c'est pas une origin story. Non, c'est pas trop une origin story parce qu'elle existe déjà. Et encore, c'est pas une origin story. On parle quand même vénère de son passé. Ouais, il y a beaucoup de flashbacks. Et il faut savoir que en fait, le projet date de 2004. Il a été teasé 2004, c'est vieux. Avengers 2. Depuis Avengers 2, on a teasé un film sur Black Widow. Et au début, ça devait être une origin story, comme tous les films de super-héros qui sortent. Ça devait raconter le début de Black Widow. Ça devait être joué par Emily Blunt, donc celle qui joue dans Sans un bruit, tu vois. Et au final, elle a pas pu jouer et c'est Scarlett Johansson qui a pris le relais. Le film a été tourné en mai 2019. De quoi ? Ouais, le film a été tourné en mai 2019 et est sorti que cette année à cause du Covid parce qu'il a été décalé. Ah oui, ça oui. Oui. Et d'ailleurs, le film, terrible film qui patch. Vraiment, ce film n'a eu de la chance sans rien. Non, il a vraiment eu de la chance sans rien parce que nous, on l'a vu. Et honnêtement, c'est le film qui introduit la phase 4 du MCU. Alors, niveau film, c'est lui qui introduit, mais c'était lui qui devait introduire même avant les séries. Malheureusement, il y a eu... Enfin, malheureusement ou heureusement... Il y a eu WandaVision qui est sorti avant. Et en fait, chronologiquement, là, dans les sorties, WandaVision introduit la phase 4. Mais c'est Black Widow qui devait... Mais bon, elle introduit la phase 4... Mais comme, je trouve ça un peu bête de dire qu'elle a introduit la phase 4, vu que le film se passe entre Civil War et Infinity Wars. Donc, on va dire que la scène post-générique de Black Widow introduit la phase 4, quoi. Oui, mais du coup... C'est tout, parce que le film, il introduit rien du tout. Le film, il introduit rien du tout. On a David Harbour qui est très drôle. Oui, alors par contre, Rachel Weisz, David Harbour, la famille de Black Widow, la famille de Black Widow, Florence Pugh aussi, est très drôle. C'est ça, c'est mignon, c'est sympa, c'est rigolo, mais... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le nanar de Marvel ? Bon, moi je vais toujours garder un peu de respect pour Marvel. Mais et moi, à vrai, plus ça passe, et on verra avec Shang-Chi et surtout... c'est plus Shang-Chi qui m'a fait ça, mais moi je le considère comme un nanar, mais un nanar sympathique. Parce que j'ai passé en vrai un bon moment à marrer devant le film. Faites comme si on n'était pas là. T'es vraiment clairement de mauvaise foi. Non, mais en fait, on est sorti du cinéma, en plus tu te rappelles, il était décalé. T'as pas écouté. Oh oui, c'est vrai. Nous on a été au cinéma. Incroyable. Ça c'est vrai, ça. J'avais oublié. Écoutez bien, on a été au cinéma et quand j'ai regardé on l'a vu en 3D, il était en 3D le film. Je sais pas s'il était en 3D. Si, je crois qu'il était en 3D. Moi je suis pas sûr. Ah non, c'est parce que c'était un projecteur technique, non pas Technicolor. C'est un truc en fait qui avec deux projecteurs qui projettent pour avoir une meilleure qualité d'image et une plus grande. Sauf qu'ils avaient pas réglé les projecteurs et ils avaient pas synchronisé et en fait les deux faisaient une image décalée, donc le film était flou. En arrière-plan et un petit peu en premier plan, mais en arrière-plan le film était complètement flou. Et là je le vois au début du film, moi je vois en fait c'est comme si vous aviez un strabisme sur les textes en fait. Et en fait lui il le voit et je vois, il regarde, il se lève et il se casse. Et quand je le vois revenir, il revient avec le mec qui nous a vendu les tickets. Et il lui montre, tu vois, le gars. Et le gars, il lui dit, et puis je vois, il reste 3 minutes à parler ensemble. Je dis, qu'est-ce qu'il lui dit ? Le gars me dit, en fait, que pour réinitialiser les deux projecteurs, il faut 45 minutes. Le film est déjà commencé depuis 20 minutes. Et même pas! Il y a eu les t'as été direct. Non, il y a eu les bandes. C'était sur le générique, c'était après le générique. T'as été direct. T'as vu le générique, t'as été direct. Après le générique du film. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est le générique qui est comme ça, qui est chelou. Mais quand le film a commencé, je fais non, il y a un souci. Et après, le mec m'a dit, il faut 45 minutes pour le réinitialiser. Et vu que personne d'autre n'a bronché,
Et ben, on a regardé le film flou. Alors, on a regardé le film flou, mais en fait, ce qui m'expliquait, c'est que votre cerveau, du coup, il sait qu'il y a deux images qui se ressemblent, qui sont mal superposées, et du coup, votre cerveau fait en sorte de les mettre d'aplomb, et ça peut vous faire mal au crâne. Mais bon, pour quand tu payes une place de cinéma, bon là c'était 10 balles, mais quand tu payes une place de cinéma 10 balles, ça fait un peu mal. Ah non mais ouais, alors donc là, et donc vous le saurez, si jamais vous êtes dans un cinéma, que vous voyez que vous n'êtes pas en 3D, et que vous voyez que les lettres se dédoublent dès le générique, en plus on pouvait demander le remboursement. Ouais. Il nous l'a dit. Donc vous pouvez demander le remboursement parce que là vous voyez pas le film dans de bonnes conditions, et c'est pas le service pour lequel vous avez payé, mais ils ont été très professionnels et très cool, et apparemment toute l'après-midi ça a été comme ça. Oui, et nous, on l'a vu en fin de journée, et apparemment, il disait que ouais, depuis l'après-midi, ils avaient pas touché au truc. En fait, le gars qui a lancé le truc, il l'a mal fait. Alors, je pense que c'est que ce film-là qui était projeté dans cette salle-là, en plus. Donc, toute l'après-midi, dès que le film est passé, c'était flou, quoi. Non. Et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Incroyable. Ça choquait pas des masses, réellement. C'est pas dans les petites salles que ça risque d'arriver. Bah, tu sais pas. Honnêtement, tu sais pas. Même dans les petites salles, il suffit qu'ils aient des projecteurs. Et parce que là, c'était pas un multiplex. Hein. Ah, c'était pas un multiplex. Alors, c'était quand même un gros truc, mais c'était pas un multiplex. Bah, ça reste notre petit cinéma dit de quartier. Ouais, mais parce que c'était Cinéma Confluence, et Cinéma Confluence, c'est une chaîne. Et celui-là, c'est le plus gros des cinémas Confluence, parce qu'il y a quand même 9 salles. Ah oui, c'est beaucoup, hein, quand même. On est sur un miniplex. On est sur un miniplex. Mais l'histoire de Black Widow, on pourrait vous la raconter, mais honnêtement, à part vous dire que finalement, elle poursuit ses anciens démons, il faut qu'elle retrouve sa sœur. Sa sœur qui, bon, va pas trop développer, mais sa sœur, elle va pas bien, elle a pas été à l'école. C'est sa sœur, quoi. C'est ça, ouais, c'est sa sœur. Bon, bref, elle a séché les cours, elle a mal tourné. Bon, c'est des choses qui arrivent. Elle essaye de la remettre dans le droit chemin, mais tu connais, t'as été une sœur absente. T'as jamais été là pour moi. Donc, drama fraternel, drama familial, qui se passe entre un organisme particulier qui forme des tueuses à gages. En fait, qui sont les Black Widow. Qui est intéressant. Donc, ouais, il y a l'histoire du Black Widow, mais il y a aussi l'histoire de sa famille qui est pas mal, où en fait, c'est une vraie histoire, où en fait, la Russie envoyait des agents aux États-Unis qui étaient des espions qui devaient fonder une famille pour se faire passer pour une famille américaine. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est en fait la famille de Black Widow, et ça de Natasha Romanoff, de Natasha Romanoff, du nom qu'elle porte dans le film. Et c'est plutôt intéressant parce que d'ailleurs le film s'ouvre comme ça, où t'as le père qui revient, il se fait pourchasser, il faut qu'il déménage, tout ça. C'est la scène d'ouverture du film est vraiment cool. La scène d'ouverture du film. Mais il y a des trucs intéressants dans le film, mais déjà niveau incohérence, parce que le film on en a rien à foutre, parce que aucun enjeu. Voilà, Endgame est passé et ça se passe avant, donc on sait ce qui se passe pour la Veuve Noire dans Endgame. On sait à peu près ce qu'il va nous raconter, donc déjà on n'a pas peur pour le personnage principal, déjà, donc un peu plus. C'est pour ça qu'ils nous mettent la famille, à vrai dire. Voilà. Mais c'est pas travaillé, c'est pas écrit, les personnages sont vides, il y a pas d'enjeu. Et encore, ils font du mieux qu'ils peuvent, que ce soit Scarlett Johansson ou David Harbour. Ils s'amusent, ça se voit. Ils s'amusent, mais même les scènes d'action, parce qu'il y a un antagoniste dedans, je sais même pas comment il s'appelle, celui qui a l'armure. Ouais, et on s'en fiche parce que c'est pas intéressant, parce que comme il a dit, en fait, ce film-là, vous allez le voir. Parce que je crois que c'est un personnage connu. Oui, bah moi je m'en foutais, hein. Je peux te garantir. Du début, une sorte de quelqu'un qui a une armure un peu augmentée. Oui, non mais c'est un personnage connu dans les comics qu'ils ont pris, mais j'ai oublié c'était qui. L'antagoniste qui est à l'origine de l'existence des Veuves Noires, qui est aussi présenté. Mais c'est ce qu'il vous dit, c'est que si encore il y aurait un lien avec Hydra ou avec un des organismes qui générerait des impacts dans la phase, peut-être qu'on serait plus alerte, mais même pas. Cette réalisatrice. Ah, ça va couper! Bon, vous avez l'antagoniste principal, pourquoi il a fait les Veuves Noires, pourquoi il a créé des tueuses à gages, cette émancipation que les femmes recherchent, les Veuves Noires, pour être libérées du joug de leur oppresseur qui les force à tuer et à faire des vilaines choses. Bon, ça c'est du vu et du revu, on l'a tous déjà vu. Moi je trouve ça dommage que... C'est du vu, on a tous déjà vu. Bon, on l'a tous déjà vu, ça je l'ai vu plein de fois. Tu l'as avec Spawn par exemple, le fait que le gars il est tueur à gages, il pense défendre une noble cause, mais en fait non, il travaille pour des pourris. C'est toujours pareil, c'est fatigant, c'est relou, on veut toujours nous vendre. Oui, la déco est pas mal, hein, vous avez vu, mais attention, et la lumière fut. Tada! C'est dommage, et honnêtement c'est dommage, et c'est triste que ça donne rien. C'est ça, parce que... Il y a que la scène post-générique qui ouvre sur encore, quelque chose. Si, moi j'ai kiffé. C'est le seul truc que j'ai kiffé d'ailleurs. Parce que je crois que parce que quand même il y avait WandaVision qui est sorti, mais je crois que Falcon and il était sorti. Il est déjà sorti. Et en fait, la scène post générique de Black Widow fait écho à la scène post générique de Falcon and même pas la scène parce que même pas la scène post générique, elle fait écho
aussi à un personnage que l'on voit avant la scène post-générique, que l'on voit pendant la série. Parce qu'on la revoit à la scène oui, mais c'est à la fin de la série. Oui. Un ou deux épisodes avant. Et en fait, ça aurait été plus impactant si Black Widow serait sorti. Donc ça, c'est pas de leur faute, c'est à cause de la pandémie, malheureusement. Mais ça joue encore sur le fait que le film, même la scène post-générique, tu fais, ouais, ok. Et en plus, ça nous hype pas tellement parce que on sait déjà. Y a aucun impact. On sait que les enjeux, ça va pas se dérouler sur un film en ce qui concerne. Alors peut-être que le film va avoir un impact ensuite sur. Peut-être que la série va avoir un impact sur le film. Mais clairement, Marvel, qu'est-ce que... Là, c'est une... on n'était pas content en sortant de là, ça... flop, hein. Alors, le film a bien marché, mais ils disent bien marché par rapport en fait... à l'investissement qu'ils ont fait dedans et ce qu'il a rapporté. Aussi, et parce que... oui, alors, le film a été remboursé, hein, et il a été remboursé même un petit peu plus, contrairement aux Éternels, mais aux Éternels est toujours au cinéma aujourd'hui, mais c'est juste qu'il a bien marché parce que c'était un film qui arrivait après la réouverture des cinémas. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il a bien marché en fait. Mais on peut lui mettre une note tout de suite. Je te commence ou tu commences? Comme tu veux. Moi je lui mets un 2 sur 5 parce que j'ai mis 1 à Venom Let's Beer Carnage et honnêtement je peux pas mettre 1 aussi à ce film là parce qu'il reste quand même mieux. Il y a des trucs fun dedans. Et en plus on compare ce qui est comparable. C'est un film même si c'est un anti-héros Venom, c'est un film avec des personnages du Marvel Cinematic Universe, quand bien même il serait pas connecté, et ça aussi je lui mets 2 parce que Darby Darbour est sympa. C'est ça. Scarlett Johansson, en plus. Moi j'aime pas Scarlett Johansson de base. En tant qu'actrice, moi je trouve qu'il y a des trucs. Lucy, elle est pas dans Lucy. Lucy, si. Moi je trouve qu'il y a des trucs qu'elle fait. Pour moi, c'est pas une mauvaise actrice. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste elle, je l'aime pas. Et Florence Pugh que j'ai découvert, j'ai pas vu Midsommar. J'adore. Ouais. Je sais pas si tu as aimé. Elle a quelque chose dans le visage. En tous les cas, dans ce film-là, j'ai bien aimé. Oui, et puis. Sans vraiment spoiler, comme je vous ai dit, c'est une actrice qu'on va retrouver dans Hawkeye, la série, donc on risque de la revoir. De toute façon, elle est teasée. Oui, de toute façon, elle est teasée. Donc moi, il prend un 2 sur 5. Donc franchement... moi aussi, ça sera un 2 sur 5. Ah, on est d'accord, ça fait plaisir. Parce que moi, je voulais mettre moins, parce que vraiment, le film est nul, il y a rien à apprendre, mais il est fun. Arrête d'être méchant comme ça. Si je le prends en tant que nanar de Marvel... il m'a bien fait marrer, quoi. Donc, 2 sur 5. Honnêtement, si vous êtes un inconditionnel du MCU et qu'il vous faut absolument tout compléter pour pouvoir avoir toute la timeline, toutes les histoires et tout. Franchement, regardez. C'est juste en tant que, comment on dit, juste pour compléter, parce que même si vous voulez le voir parce que vous vous dites, faut le voir pour que je voie d'autres, il n'y a pas besoin. À part peut-être la scène post-générique, et encore, je suis même pas sûr. Non, la scène post-générique, voilà. Bon, bref, regardez-le quand même, les acteurs font un peu d'effort et cette réalisatrice qui a été jetée en pâture aux fans de Marvel, bon, on te pardonne, on sait que... Parce que le film, on va pas dire que le film est mal réalisé, c'est juste qu'il est mal écrit et mal monté. Il est très mal écrit. Ça, il est... mais ça, bon, tu sens que la post-prod... Bref, 2 sur 5 pour Black Widow, maybe, mais t'es pas obligé, t'es pas forcé. On va passer au film numéro 2 du MCU, qui est sorti au mois de septembre, si je ne m'abuse, le 4. Nous avons vu donc en IMAX. Je me souviens plus, mais celui-là on l'a vu en IMAX. Il y avait Fufu avec nous. Il y avait Fufu avec Tizik, je crois, si je me souviens. Ouais. Et nous avons vu donc Shang-Chi, la légende. Et la légende des 10 anneaux. Des 10 anneaux. Et je te laisse nous présenter donc, le réal et les acteurs. Daniel Cretton, pareil, c'est un réalisateur de films indés qui sont allés chercher aussi, qui a fait des films plutôt pas mal. Alors là, on va parler parce que... il a fait le film Voir Filmo. Oui, parce qu'en fait, regardez, il a travaillé sur donc le réalisateur Destin, Daniel Cretton, a travaillé sur le scénario, mais il y a aussi Dave Calaban. Et Dave Calaban, on va voir ce qu'il a fait. Et c'est ça qui m'a fait rigoler. Donc ça, il a réalisé la série Jean-Claude Van Johnson, qui est sur Amazon, je crois, qui est très drôle. Le film américain, le film qui est sur Netflix, mais j'ai jamais vu. Mais bon, scénariste, donc là, scénario de Doom. Non, arrête. Déjà le premier Doom. Celui avec Karl Urban. C'est ça, exactement. Oh là. Il a fait il a scénarisé et sur une idée de Expendable avec toute la troupe des acteurs de films d'action. Il a scénarisé Godzilla, donc le premier Godzilla, enfin le premier Godzilla américain de remake là qui avec c'est pas Mike Garris, comment il s'appelle, Gareth Edwards. Le réalisateur, Gareth Edwards. Ça, ouais. Ça va. Oui, ça va. Entre Doom et ça, oui, bien sûr. Il y a eu du step up. Il a scénarisé Retour à Zombieland, donc Zombieland 2. Il a scénarisé Wonder Woman 1984, donc le 2. Et ensuite, alors Shang-Chi arrive avant, mais il a scénarisé Mortal Kombat le film. On l'a vu, il est horrible. Et
Là, regarde, il y a Into the Spider-Verse séquelle, donc la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, le dessin animé, le film d'animation avec Max Morales. Il va être sur le scénario. Pourquoi pas? C'est un sacré scénariste. Quand j'ai vu ça, je fais ah oui, d'accord, ok. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a du très bon, il y a du très moyen. Hein. Donc c'est avec Simu Liu en acteur principal qui joue Shang-Chi. Il y a Tony Leung. Donc Tony Leung, c'est un acteur chinois, iconique, hongkongais, iconique en Chine aussi, tu peux le dire, en Chine, parce qu'il a joué dans énormément de films de John Woo, Une balle dans la tête à toute épreuve et plein d'autres. Il a joué dans le chef-d'œuvre qui est In the Mood for Love, qui est ressorti en même temps que Shang-Chi au cinéma en France, parce qu'il y a eu un remaster. Il a joué aussi Ip Man dans The Grand Master. Ah, et bon, il a toute une filmographie. Il a joué avec du Jackie Chan, tout ça. C'est un acteur super connu en Chine. Il y a Awkwafina qui est plus connue, alors a fait de la musique, mais elle est plus connue pour ses voix en fait dans les dessins animés, surtout des dessins animés Marvel. Elle a fait la voix du dragon en fait dans Raya. Oui. C'est elle qui fait en VO la voix. D'ailleurs, la voix VF qui fait Awkwafina a aussi fait la voix du dragon dans Raya, le dernier dragon. Ah bah certitude. C'est sûrement pour ça qu'ils ont pris cette voix-là. Certitude. Alors, à mon avis. Donc il y a Fala Chen, Menger Zhang. Désolé pour la prononciation. Oui, je suis désolé. Florian Munteanu qui va jouer dans le film Borderland. Il va jouer Craig. Donc je sais pas qui c'est Craig à vrai dire, mais il va jouer dans le film Borderland. Il y a Michelle Yeoh, une autre grande star chinoise et hongkongaise, alors plus chinoise là, qui a aussi fait ses débuts dans les films de Jackie Chan, mais dans les vieux films de Jackie Chan, qui a été connu, on va dire, chez nous dans le film Tigre et Dragon, et qui a joué dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Je crois savoir qui c'est. Et a joué, alors à l'état, donc on va aller voir parce que je me souviens plus exactement qui est à l'état. Hop, mais a joue, alors il va me mettre, voilà. Il te met des chaises. Hein. Gardien de la Galaxie. Voilà, elle joue elle en fait dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est une actrice qui a 2 rôles différents dans le MCU. Donc voilà. Et puis bah pour le rôle du père, Donnie Yen devait jouer le rôle du père avant Tony Leung. Donc ça aurait pu être très drôle, Donnie Yen. Moi j'adore Donnie Yen. Et là du coup on va vous parler de Shang-Chi. Shang-Chi c'est un super-héros, c'est l'un des super-héros asiatiques que Marvel a sorti du fond de ses tiroirs parce qu'il fallait pouvoir alimenter tout l'univers qu'ils ont envie de mettre en place depuis qu'ils ont commencé à mettre en place. Je pense qu'ils ont surfé aussi sur le fait de vouloir avoir une audience chinoise. Voilà, une audience asiatique même, je pense, plus largement. Plus chinoise, plus chinoise. Parce qu'en fait c'est en Chine où on consomme le plus de films américains. Eux ont sûrement dit que c'est une audience asiatique, mais dans leur tête c'était chinois parce que la Chine c'est un gros public en fait, c'est une grosse audience pour les films, c'est là où en fait il y a les Américains aux États-Unis et eux ils disent pas en France ou en Europe, c'est aux États-Unis et ensuite l'audience chinoise. Parce que l'audience chinoise rapporte énormément à vrai dire. Et bah du coup voilà, mais pas de bol, il a pas pu passer en Chine, désolé Marvel. Et oui, on va pitch le film et on va en reparler pourquoi. Shang-Chi raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle du coup Shang-Chi et qui au cas où vous l'auriez pas deviné et qui dont le papa qui s'appelle le Mandarin gère un gang assez vénère qui s'appelle le clan des... Oui, j'ai oublié aussi, parce qu'on a vu le film il y a quelques temps. Le clan des foot, mais je crois que c'est pas la non, même... c'est pas le clan des foot, c'est pas le clan des 10 anneaux. Peut-être. La mystérieuse organisation des 10 anneaux. Ils se sont pas foulés. Hein, ils se sont pas fait mal. Mais je pense que c'est vrai aussi. Et en fait, c'est un clan que vous le découvrirez dans le film, mais en fait, il intervient énormément dans le MCU, sauf qu'on le savait pas. Et à plein de moments dans le MCU, il vous montre le signe de ce clan. Donc c'est dire aussi qu'ils avaient mûri ce projet depuis quelques temps déjà, et qu'il est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Le mandarin a été teasé dans le Iron Man 3. Et il a décidé du coup de s'éloigner de son père pour pouvoir trouver sa propre voie. Il est parti migrer aux États-Unis où il mène une vie de groom dans le plus calme des... Ah oui, de groom. Ouais, c'est un groom. Oui, c'est vrai. C'est un voiturier même. Mais qu'est-ce qu'il dit groom? Ben oui, c'est Spirou. C'est un voiturier. Vrai. Lui, il prend tes clés et il va garer ta caisse. C'est ça. Et il vit bien. Puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Bon, il est copain avec Awkwafina, je sais plus comment elle s'appelle. C'est son ami. Hein. C'est son ami, il l'aime bien. Oui. Et puis un jour, il prend le bus sans prendre de ticket
Et là, il y a une bande de mecs, on sait pas d'où ils viennent, dont un qui a un bras qui n'existe pas, mais une épée à la place, avec qui il se bat, et Aquafina découvre bouche bée que le gars qu'elle prenait pour un faiblard sait se battre. Et c'est là que du coup... En mode vénère. En mode vénère, hein. C'est-à-dire, cette scène-là, elle est quand même ouf dans le film. Moi, je l'ai kiffé. Ouais. Elle est vraiment épique, et du coup, on va retourner aux origines de Shang-Chi dont le père cherche son père cherche à rentrer en contact avec lui. Pourquoi? Et son père aussi fait partie a une histoire assez particulière, et il a en sa possession les 10 anneaux de pouvoir qui lui octroient une force qui le rend immortel. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Immortel, il le tisse comme ça. Ouais. Immortel, et qui lui ont donné la possibilité de faire tomber des dynasties. Oui, parce qu'on voit le flashback du début, comme quoi on voit son père dans une Chine féodale, je crois que c'est ça, et en train de foutre la misère à une armée tout seul. En mode vénère. Mais pourquoi veut-il renouer avec son fils? Et ce fils-là, qui n'a pas eu d'histoire avec son père directement et avec qui l'éducation a été compliquée, il a connu un drame dans sa jeunesse. Quel est-il? Vous le découvrirez en regardant le film, et toute la procession qui l'amènera à la scène de fin, que lui n'a pas trop aimé, mais que moi j'ai surkiffé. Ouais, non, mais... moi j'ai surkiffé. En fait, le film se calque sur... Alors oui, dis-le. Sur la réalisation d'un film chinois, donc d'un blockbuster chinois. Donc tout le début, pour moi, est vraiment pas mal et plutôt américanisé. Ouais. Hein, de toute façon, le film est américanisé. La bagarre sur l'échafaudage en bambou, c'est génial. C'est ça, ouais. Mais en fait, tout le début, ils te mettent pas mal de trucs pas mal, donc ils te mettent aussi le flashback avec le père et tout ça, que j'ai trouvé étrangement bien, mais c'est parce que il y a Michelle Yeoh et Tony Leung, donc c'est deux acteurs que je kiffe, et ils jouent très bien, et il y a de la chorégraphie, et c'est bien filmé. Merci la réalisatrice d'ailleurs. Non, c'est le réalisateur. Je me trompe, le réalisateur. Et ça, c'était pas mal, mais après, ventre mou. Et c'est là où on rentre dans le lore du film, quoi, du super-héros, de Marvel, tout ça, connexion de la mythologie chinoise, connexion au MCU, machin, tatati, tata. Là, c'était très long. Il y a quelques scènes d'action, notamment celle de l'échafaudage, mais qu'on voit dans la bande-annonce. Non, mais tu vois pas tout dans la bande-annonce, parce que c'est ça qui est bien. Oui, parce que les scènes d'action, les scènes d'action qu'il y a durent longtemps. Ouais, et c'est ça qui est pas mal. Mais justement, c'est le fait que on a des ventres mous, une scène d'action qui dure longtemps, qui est pas mal. Et qui est bien rythmée, d'ailleurs. Mais entre, on a rien, c'est du vide. Que dalle, vraiment. Ça, et la scène de fin qui dure très longtemps. Ah, moi j'ai kiffé. La scène de fin, est pas mal, mais n'est pas. En fait. On nous parle un peu de ce truc-là à la fin, on va pas vous spoiler ça, mais on vous parle du truc du combat à la fin, contre le personnage final. On vous en parle, mais à la moitié du film, vraiment, et encore, c'est parsemé. Donc quand il arrive à la fin, on fait... Ouais, mais je m'en fous, en fait, tu vois. Pas moi. Et ouais, tu t'en fous pas parce que c'est Venom, hein, c'est un combat à la Venom. Voilà. T'as deux trucs en CGI qui se tapent dessus comme ça. Et c'est un peu moins bien fait que les films chinois. Et c'est exactement le même final qu'un film blockbuster chinois. On aime ou on n'aime pas. C'est fenouille. Le fenouille, parce que c'est fun, mais pas tant que ça, en fait. Mais non, mais... Parce que je trouve que c'est mal découpé, en fait. La scène finale est très mal découpée, vu qu'il y a plein de personnages. Ils veulent vous foutre... Ah, il y a le combat, il y a lui qui combat, mais il y a lui aussi, il y a lui, mais il y a le gros combat là-bas. Donc, ils essayent de switcher, mais je trouve que c'est très mal monté. Pas moi. Et puis, en fait, on a que des images de synthèse qui font ça, qui se tapent. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est que des images de synthèse, tu fouilles. La scène de fin, il y a un peu beaucoup de protagonistes qui sont en train de se taper. Vous avez un peu un truc... Oui, c'est rentré au forceps, ça d'accord. Mais quand même... c'est pas ça qui me choque, c'est un film Marvel. Et il ressemble, qu'est-ce qu'il a dit ? Il ressemble beaucoup à beaucoup d'origine story de films, c'est-à-dire que dans l'écriture même de l'histoire, c'est-à-dire que quand on enlève tous les artifices d'effets spéciaux, les antagonistes, les enjeux, etc. Les scènes d'action qui sont cool. On se rend compte que finalement sur le fil conducteur il l'a dit et après coup il a raison. En fait on a la même trame scénaristique que Black Panther par exemple. C'est ça. Et en plus c'est bien que tu dis ça parce que la fin de Black Panther où t'as un combat dans on va dire le Wakanda, on a un combat d'armée, là c'est exactement la même chose. Dans l'univers de Shang-Chi, il y a un monde où ils ont un combat entre deux armées, c'est exactement pareil. Et c'est dommage, et ça là-dessus, Disney, enfin Marvel, c'est pas qu'ils loupent le coche. Moi je suis plutôt content d'avoir un super-héros comme lui que je connaissais pas du tout. Alors après c'est pas mal parce que les acteurs sont cool, moi, je suis client. La mythologie est pas mal, même si on aurait aimé attention, ça va couper, pousser un peu plus, mais c'est comme tu dis, c'est d'un banal quoi. Mais c'est même plus que d'un banal, en fait c'est juste
un gros teaser pour amener le personnage dans l'univers. Et ça me gonfle parce que, bah voilà, c'est la même formule de Marvel. Un teaser de 2 heures pour ramener un personnage qui va arriver dans le gros crossover. Et c'est chiant, quoi. Ouais, non, mais... Alors, on peut vous parler aussi de la scène post-générique. Puisque dans la scène post-générique... Quoi, je m'en souviens. Moi, je m'en rappelle très bien. Oui, ça y est. Il y a un des personnages du MCU que vous connaissez déjà qui est intégré dans le film. Il y en a même un autre que vous connaissez, vous allez être très surpris de voir, mais lui était très déçu de voir que finalement on l'a mis là pour le mettre là. Oui, voilà. Bah, on le voit dans la bande-annonce. On le voit dans la bande-annonce, c'est l'abomination que vous voyez aussi dans The Incredible Hulk. Donc l'un des personnages du Marvel Cinematic Universe qui est raccordé à... On voit dans la bande-annonce aussi. On voit dans la bande-annonce et qui est raccordé. Vous l'avez vu dans le casting, c'est le bras droit de Doctor Strange. C'est ça. Dans la scène post-générique, il interfère, enfin non, il interréagit directement avec Aquafina et Shang-Chi. Ouais. Et la discussion tourne autour des 10 anneaux de pouvoir. Et oui, quand on la voit, on tilte, donc on dit ah bah il y a un truc, ok d'accord. Mais il y a un truc avec un autre film qu'on va filmer là. Et bah je crois que c'est pas ça en plus. Tu crois? Non, j'ai lu des articles qui feraient le lien avec l'autre truc que je t'ai annoncé. T'as même dit oh il me saoule. Ah tu penses? Ah c'est lié à lui. Ah. Ouais mon pote. Enfin bah, bref. Peut-être. Soit c'est lié parce que j'ai trouvé ça bizarre que dans. Enfin, bref. Du coup, il y a une discussion autour des 10 anneaux de pouvoir de Shang-Chi, Aquafina et je sais plus comment il s'appelle, le bras droit de Doctor Strange. J'ai oublié, on va aller chercher son nom. Non, mais tu vas sur le truc Allociné, tu regardes le casting, on va avoir son blaze. Bah, 2 secondes, m'engueule pas. Tu te dépêches. Tu te dépêches, j'ai pas ton temps. Wong. Alors Wong, voilà. Et, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Je sais pas où ça va nous mener en ce qui concerne Shang-Chi. Et bien sûr, à la fin, Shang-Chi reviendra. Il y a une autre scène post-générique. Et ils disent pas Shang-Chi reviendra, ils disent les 10 anneaux reviendra. Parce que dans la deuxième post-générique, qu'on va pas spoiler là, la deuxième scène post-générique, il y a un truc plutôt intéressant. Il y a un personnage, et c'est assez cool. Et d'ailleurs, même l'ambiance qu'elle installe, ce personnage est assez cool. Est-ce que ça la concernera elle directement? Je me gratte l'oreille. J'ai failli spoiler. Bref, on va lui mettre une note. Alors franchement, j'hésite vraiment entre 2 et 3. Moi j'hésite pas, ça va être 2. Mais moi j'ai envie quand même de lui mettre 3. Parce qu'on n'a pas le droit aux moyennes, tu vois, ça me fatigue. Non, mais... Alors soit je lui mets un gros 2, soit je lui mets un petit 3. Bah, tu peux mettre un petit 2. T'es méchant. Non mais mais ça c'est parce que toi t'es banal, toi t'es comme ça, toi tu cries sur tes acteurs quand t'es derrière la caméra. Oui, il faut. Voilà, là il y a même pas à crier contre les acteurs, mais c'est juste que les acteurs ont du vide à jouer. Quoi qu'encore dans celui-là ça pas va, trop. T'es mauvaise langue. Mais ce jeu c'est lisse quoi, tout est lisse. Donc pourquoi il a pas marché en Chine? Parce qu'en fait ils ont pris des acteurs d'origine chinoise, un réalisateur d'origine chinoise, mais les acteurs ne sont pas pour le pouvoir chinois. Donc quand ils ont teasé le film aux États-Unis, ils ont dit ah ouais nous le gouvernement chinois on n'a pas envie d'aimer. Et Tony Leung d'ailleurs qui lui réside en Chine avait eu des propos avant que le film sorte, a eu des propos anti-gouvernementaux, mais pour les Hongkongais, parce que en Hong Kong, Chine, c'est compliqué en ce moment, et en faveur des Hongkongais, il a eu des propos sympathiques, et le gouvernement chinois a dit parce que vous savez qu'en Chine, il y a un organisme, d'ailleurs que vous sortez un film, un livre ou n'importe quoi, vous le sortez en Chine, il y a un organisme de censure qui se met en place, qui reçoit votre œuvre, qui voit s'il faut que vous la retravaillez ou pas, ou qui vérifie si elle peut être disponible sur le marché chinois ou pas. Et malheureusement... En gros, ils décident si le film va être exploitable sur leur territoire. Et en gros, vu que le réalisateur et les acteurs, dont Tony Leung n'est pas très apprécié en ce moment en Chine, ils étaient pas favorables au gouvernement chinois, ils ont dit non, pas envie. Voilà. Et ils les ont donc balayés d'un revers de la main, et malheureusement ce film-là n'a pas pu se vendre sur le territoire chinois. Bien fait pour Disney, hein. Oui. Et dommage pour ceux qui auraient aimé découvrir, je pense qu'ils le découvrent. Mais je pense que ceux qui voulaient le voir, ils l'ont vu. Hein. Y a pas de souci. Mais moi je vais lui mettre, franchement, parce que j'ai quand même kiffé moi quand j'ai vu le film. J'ai quand même un 3. Ouais, il mérite son 3, genre. Il mérite...
Ah, j'ai dit un truc en sortant la salle. Ah, il met un gros 2. Allez, il prend un gros 2. C'est-à-dire qu'on lui met tous les deux 2. Mais moi, je lui mets un gros 2. Parce qu'honnêtement, pour moi, il est moins dur à encaisser que Venom ou Black Widow, tu vois. En fait... Pour moi, il est vraiment moins dur, tu vois. En fait, il est mieux fait que Black Widow, je trouve. Mais le fait qu'il soit tout lisse et que ça soit pas horrible... Enfin, que c'est un truc copié-collé comme toutes les origin story, fait qu'il est, pour moi, au même niveau que Black Widow. Oui, mais honnêtement, il prend un gros 2. Il a pas la moyenne aussi. Mais s'il a pas la moyenne, en fait, à la base, je voulais lui mettre 3. Mais j'ai vu un film la semaine dernière avec lui. Et ce film-là, c'est le film qui est à l'heure actuelle au cinéma. Et qui s'appelle... Les Éternels. Eh ben, je vais te laisser oui, donc le dernier film Marvel de Chloé Zhao. Pareil, encore une fois. Chanteuse de R&B très célèbre. Tu sais, quand j'ai écrit le nom, j'ai un peu pensé à ça. Je me suis dit, ça... je veux faire la blague. À chaque fois que je dis son nom sur Internet, je veux faire la blague, mais je suis tout le temps tout seul. Et là, t'es là. Il l'a fait, ça il rigole tout seul. Ça me libère. Incroyable. Donc, de Chloé Zhao, qui est aussi une Oscarisée. Oui, parce qu'elle a réalisé The Rider et dernièrement un autre film qui est sorti, qui a été oscarisé. Je sais plus c'est quoi le film. Mais très bonne réalisatrice, en tous les cas. Très bonne réalisatrice de films aussi indé, dont ils sont allés chercher. Parce qu'ils font que ça de toute façon. Alors, en scénario, à travailler au scénario, il y a plein d'autres scénaristes, mais voilà. Et il y a Gemma Chan. Alors, Gemma Chan, encore une fois, c'est celle qui joue Minerva dans Captain Marvel. Donc, je vais vous montrer. C'est pas vrai. Si, regardez. Minerva dans Captain Marvel, c'est elle. Voilà, donc elle dans Captain Marvel. Ouais, mais elle est maquillée, ça passe. Oui, bah. C'est une cri. Oui, c'est ça. Ouais, ça passe. Ça reste quand même l'actrice principale du film. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, ok, si vous voulez. Donc, il y a Richard Madden qui a joué dans Game of Thrones. Ou d'ailleurs, il y a un autre acteur, Kit Harington, qui joue dans le film, qui a aussi joué dans Game of Thrones. D'ailleurs, quand ils se rencontrent, c'est très drôle, parce qu'il y a un petit temps mort, et je pense que c'est un petit Easter eggs pour les fans de Game of Thrones. Il y a Sam Hayek qu'on ne présente plus, Angelina Jolie qu'on ne présente plus non plus, Barry Keoghan qui va jouer, enfin il a joué, mais le film n'est pas encore sorti, dans le prochain Batman. Ah d'accord. Eh oui. Il y a, alors attention, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry et Ma Dong-seok qui... Alors, Brian Tyree Henry a fait une voix dans Spider-Man, le dessin animé de Sony, et dans le film Joker, donc c'était juste... Il a pas joué dans Godzilla aussi? Non. C'est pas lui? Je crois pas. Je suis quasi sûr que c'est lui. Dans Godzilla... Ah, dans Godzilla vs King Kong. Oui, si, ça y est. Je l'ai pas noté, mais oui, il joue dans Godzilla vs King Kong. Tout est connecté, parce que dans les 3 films, je crois qu'il y a une connexion avec Godzilla. D'accord. Et il a joué dans le film Joker de Warner. Et Ma Dong-seok, qui a joué dans... Acteur coréen. Acteur coréen, qui a joué dans Le Dernier Train pour Busan, qui est très bon. Donc voilà, juste pour dire aussi que Les Éternels, c'est une création de Jack Kirby. Voilà. Pas de Stan Lee. Non, juste Jack Kirby, le gros daron des comics Marvel. Il a créé énormément de super-héros. Et ce film se fait descendre par la critique depuis 2 semaines. Et du coup, nous, on a été le voir, on va raconter la petite histoire. On était en retard pour aller au cinéma parce que Raven, s'il a pas 20 minutes de retard pour aller dans une séance, parce que lui, il compte toujours sur les pubs. Donc, on est arrivé en retard. Et puis, on voulait pas rater le début du film. Et puis, on n'était pas du tout ambiancé. On avait eu des retours. On avait tout fait pour pas spoiler, pour pas se faire spoiler. Ouais. On a eu des retours. Et honnêtement, même nous, on a été mauvais. Alors, pour le coup, on a été des mauvaises langues. Alors, nous, à vrai dire. On l'a taillé. On l'a pas vraiment taillé, mais on s'est dit, ouais, ça va être nul, mais on l'a pas vu. On s'est dit, on va voir. On est allé le voir quand même. On lui laisse une chance. Et du coup, les Éternels, qu'est-ce que c'est? Les Éternels, c'est des entités, c'est des hommes et des femmes qui... Ah oui, à définir, c'est compliqué. Ça va être compliqué. T'inquiète pas, je te jure que je suis capable. Là, j'ai chaud. Quand j'ai chaud, c'est que je suis en train d'activer mes super pouvoirs. En fait, les Éternels sont des entités qui ont été créées par ce qu'on appelle des Célestes. Alors, dans l'univers Marvel, on les connaît pas encore, sauf que vous en avez vu un sans le faire exprès dans les Gardiens de la Galaxie. On a entendu, oui, alors oui. Parce que la planète Nowhere dans la grosse tête flottante des Gardiens de la Galaxie, c'est une tête céleste. C'est une tête de Céleste. Mais on en a entendu parler, je sais plus dans quel film, Infinity Wars ou Endgame, quand on nous parle des pierres d'infinité, en fait. Ah voilà. On nous cite à ce moment-là les Célestes. Et on nous cite les Célestes. Donc les Célestes ont créé des entités humanoïdes
qui ont pour mission, en ce qui concerne cette équipe-là, d'aller sur Terre au moment de la naissance de la civilisation, donc la Mésopotamie, et d'encadrer le peuple. C'est-à-dire que leur boulot, grosso modo, c'est de faire en sorte que cette planète puisse se développer et rester le plus en retrait des conflits. Sauf qu'il y a au départ, c'était pas pour encadrer le peuple. Attends, j'arrive. J'ai fait le truc. Mais au départ, c'était pas pour encadrer le peuple. Et au départ, c'était pas pour encadrer le peuple. Il y a une dégénérescence qu'on appelle les déviants, qui aiment bien dévier. Et c'est pas bien de dévier quand t'es dans l'univers Marvel. Et eux, du coup, ils empêchent les déviants de dévier. Les déviants, c'est des sortes de monstres. Les déviants ont été créés avant les Éternels. Et ils ont été créés avant les Éternels et ils sont complètement partis en burn-out et les Éternels sont là pour les exterminer. C'est ça. Et les déviants se nourrissent de toute forme de vie et du coup, ils sont sur Terre et ils se nourrissent des êtres humains. Donc les Éternels ne sont là que pour protéger les êtres humains des déviants et leur apporter un minimum de connaissances pour les aider à développer avec le futur. Ils restent sur Terre jusqu'à ce qu'on leur donne l'ordre de partir, donc ils partent jamais. Là où on est dans le film, ça fait 7000 ans, je crois. Ça fait 7000 ans qu'ils ont posé leur bagage. Alors je te dis qu'au niveau de la rupture du bail de l'appartement, ça va casquer vénère, hein, s'ils se barrent. Et ils sont donc dans l'époque actuelle où l'actrice principale qui joue, j'ai oublié son nom dans le film, elle s'appelle, qui joue Cersei, Game of Thrones, tout est connecté, on vous a dit. Tout ça. Qui joue Cersei. D'un seul coup, elle veut vivre sa vie, hein, même si elle est immortelle pour le moment. Et il découvre que les déviants, on s'en est pas d'en débarrasser tant que ça. Et on découvrira en fait dans le film qu'il y a quelque chose que tout n'a pas été dit à ces gens qui sont venus protéger la planète Terre, qui sont restés en retrait, même quand Thanos. Ils sont restés en retrait, mais comme vous voyez dans les noms, la Icaris, c'est Icarus, donc celui qui a volé trop près du soleil. Ouais, c'est que des noms liés à la... Athéna, la déesse de la guerre. La déesse de la guerre, Diane. Phastos, c'est Héphaïstos, celui qui forgeron. crée le forgeron. Et Gilgamesh aussi, c'est un autre nom, mais là je l'ai pas. Ils ont tous des particularités. Et quand on a été voir le film, on était d'avance pas convaincus. Ouais, grave. Mais... on trouve, moi, à titre personnel... Moi aussi, je suis d'accord. On lui fait un mauvais procès à ce film. Oui. Parce que des 3 films qu'on vous cite, celui-là, c'est le meilleur. C'est celui qui se démarque le plus. C'est le meilleur. Et qu'on a trouvé vraiment génial. C'est le meilleur. Hein. Les scènes, alors déjà les personnages équilibrés. Angelina Jolie. Oui, il y a plein de personnages. Là, on disait qu'il y avait plein de personnages dans Shang-Chi, ou même un peu moins dans Black Widow, mais plein de personnages dans Shang-Chi. Mais là, il y a encore plus de personnages. Et ils sont très bien équilibrés, ils sont très bien écrits. Il y a aucun personnage qui prend le dessus sur l'autre, quoi. Et même Angelina Jolie, qui est l'une des superstars du casting, pas de prise de tête. Visuellement, c'est pas Will Smith, quoi. Non. Et visuellement, ça envoie du lourd. Visuellement, le film est beau. Le film est beau, les CGI, c'est bien fait. Il y a des moments où, effectivement, c'est long. Il y a des moments... Ouais, il y a quelques longueurs. J'ai regardé le comic des comics et il le dit bien, c'est un film qui se raconte. Ah oui, bah oui. Et en fait, c'est toute la difficulté d'avoir, parce que lui, il connaît les Éternels, moi je connaissais pas. Alors je connais pas à 100%, mais j'ai lu des comics des Éternels. Et c'est dur, apparemment, c'est un univers assez dense. Bah oui. Parce qu'en fait, comme je lui ai dit, dans l'univers comics Marvel, il y a l'univers qui se passe donc sur Terre, avec les Captain America, les Thor, même si Thor vient d'Asgard, il y a tout ça. Mais il y a aussi l'univers galactique. Et l'univers galactique, il est énorme en fait, et là vu qu'on a parlé de Thanos là dans la dernière phase et tout ça, on a installé tout ça, donc vous avez vu tout ce qu'ils ont dû faire pour installer Thanos et une petite partie de l'univers avec les Gardiens de la Galaxie. Là en fait on touche au plus profond de l'univers avec les Célestes, avec les Éternels, et puis avec d'autres qui vont arriver après, qui ont été teasés d'ailleurs à la fin des Gardiens de la Galaxie. Et en fait vous avez ce qu'il appelle les entités cosmiques, et ça va être énorme. Captain Marvel en fait partie d'ailleurs. Oui, bon. Bah oui. Ils l'ont très mal fait, mais oui, il a fait. Et ça y est, il commence. Captain Marvel en fait partie. Oui. Et on va peut-être y avoir droit aussi avec les 4 Fantastiques. À savoir. Probablement. Et du coup, faire tenir tout cet univers-là dans un film de 2h30. C'est surtout que, comme on l'a dit, Black Widow, qui elle avait été déjà apparue dans 7 films avant et qu'on connaissait le personnage, en fait, là, il y a quoi ? Il y a 1, 2, 3, il y a 6, il y a Macari et Sprite qu'on n'a pas dit, 6, 7, il y a 8 personnages nouveaux dont on n'a jamais entendu parler. Oui. Et il fallait qu'ils existent. Et voilà, il faut qu'ils existent, et il faut qu'on raconte leur histoire à ces 8 personnages, et c'est dense, quoi, c'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est compliqué. C'était pas évident de la part de Chloé Zhao de le faire. Bien fait. Et c'est plutôt bien fait. En plus, l'actrice principale est une actrice asiatique. Oui. C'est une femme. Et quand vous regardez, et si vous regardez, il y a
pratiquement toutes les ethnies, donc asiatiques, donc là, elle est hispanique, indien, afro-américain et asiatique. En plus, il y a beaucoup trop de blancs. Il y a Sardoche. Bon. Ouais, mais oui, Sardoche. Alors, à la rigueur, attention, ça va couper. Oui, on arrive. Et à la rigueur, là il va falloir qu'on insiste sur un truc quand même. On va insister sur un truc. Il y a des fois des trucs qui sont mis au cinéma et on sent que dans la réalisation c'est forcé. Ben là, il y a un truc qui est dans le film. Moi, j'avais critiqué notamment Cruella parce qu'il y avait des choses que je trouvais dans Cruella que j'avais vu au cinéma avec lui. Et j'ai l'impression que des fois on met des personnages pour les mettre. Ouais. Pour le quota, quoi. Pour le quota et la tolérance. Et que c'est pas réellement franc et sincère. Et quand ça me gêne à l'écran, c'est pas le personnage qui me gêne, je m'en fous. Mais j'ai l'impression qu'on nous l'a introduit au chausse-pied pour dire, bah, il en fallait un comme ça, donc on vous l'a mis. C'est souvent mal fait, à vrai dire. C'est souvent mal amené. Souvent mal amené. Là, ici, pas du tout. Et franchement, il y a un certain équilibre dans le film qui est plaisant à regarder. Et c'est fou. Et ça, oui, c'est ça. Et comme tu dis, ça se voit que c'est pas forcé. C'est cohérent avec le récit, avec les personnages. Et bah, c'est appréciable, quoi. Ah, c'est appréciable de fou. fou. C'est pas parfait. Parce que ça reste un Marvel. Et toutes les blagues qu'ils font tombent à l'eau, d'ailleurs. Ah oui, non, dès que ça fait des blagues, c'est ouais. Bah, Marvel, MCU, humour. Et ça insiste pas trop dessus, quand même. Non, mais on sent que c'est en mode le producteur. Faut mettre des blagues un peu. Ouais, mais il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, mais clairement sympa. Et là où c'est le plus ouf, c'est à la fin. Il s'est passé donc, vous avez une scène de fin qui conclut le film, qui est assez d'ailleurs impressionnante, hein. C'est rare qu'un film se termine par une telle. C'est ça, et j'ai envie de le comparer même à. Alors, c'est peut-être gros, mais à Pacific Rim. Bah, pourquoi pas? Parce que ça, parce que c'est énorme. En fait, il y a une question d'échelle entre les personnages, et d'ailleurs, même pendant le film, quand on voit un Céleste, il y a un truc d'échelle entre le personnage, donc un éternel, et la grandeur du truc qu'il y a devant lui. Je trouve ça incroyable, c'est vachement bien ressenti, vachement bien retranscrit, un peu comme avait réussi à faire Guillermo del Toro dans Pacific Rim, que je n'avais pas ressenti dans Godzilla d'ailleurs. Et là, ça m'étonne encore plus que ça soit un Marvel qui réussit le truc. Ah, c'est assez ouf. La fin, la scène finale, elle est impressionnante. Et nous avons les scènes post-génériques. Il y a une scène post-générique assez drôle que l'on voit, qui introduit un personnage particulier qui... On vous dira pas qui c'est, mais qui apparemment va suivre nos héros. Et la deuxième scène post-générique nous laissait un peu... Parce que nous, on voit qu'il y a un acteur qui est connu, qui est au début avec Circe, on sait pas trop à quoi il sert. Oui, bah, justement, on peut le dire, hein, c'est Kit Harington qui est dans le film. Et c'est vrai qu'on se dit... Parce que Kit Harington, en gros, c'est Jon Snow dans Game of Thrones. Donc c'est un acteur qui s'est imposé quand même, qu'on voit dans plusieurs films. Et ils l'ont pris en tant que second rôle. On se dit, ok, d'accord, on tilte pas. Et c'est vrai qu'après, on le voit on vous dit pas qui c'est, on le voit dans la fin, et on se dit, ok, d'accord, donc ça va amener après parce que qu'on va pouvoir parler d'ailleurs dans le futur du MCU, qu'on va parler juste après. On entend on entend une voix. On entend une voix. Enfin, en VF, en VF, on peut pas trop percevoir. Je pense qu'en VF, on peut le percevoir parce qu'en VF, on peut reconnaître la voix de l'acteur. Mais en VF, vu que l'acteur, malheureusement, c'est pas un acteur, je crois, qui a une voix qui est encore identifiable en VF, on devine pas tout de suite. Mais c'est assez ouf parce que même ça rejoint WandaVision et ça rejoint trop de trucs où vous avez le monde cosmique et universel qui va rentrer dans le MCU, mais aussi le monde magique. C'est ça. Le monde magique qu'on peut raccorder au multiverse. Donc on peut raccorder, et donc ça va être une dinguerie. Et franchement, ce film-là, lui prend 3 sur 5, mais sans forcer. Genre. Moi aussi, j'avais envie de mettre 3 sur 5. Mais comme toi, j'hésite parce que je voudrais lui mettre un petit peu plus, mais il est pas aussi parfait que ça. Donc 4, c'est un peu trop gros pour lui. Ou un gros 3. Un gros 3, vraiment un gros 3. Un 3 avec, comme tu dis, félicitations du conseil. Félicitations du conseil de classe. Tous les gens qui vous disent que les Éternels, c'est pas bien, qui ont été le voir, et là, c'est vrai que ça ressemble pas à tous les films Marvel qu'on a vus, mais les personnages sont bien foutus, personne ne marche sur personne. Angelina Jolie, elle prend pas tout l'espace de la caméra et elle joue diablement bien. Les scènes post-génériques sont cool et on se demande ce que ça introduit plus tard. Et aussi, la fin du film lui-même, sans parler de scène post-générique, la fin du film duel a un impact et aura un impact, c'est sûr. Ah oui. Dans le sur MCU. le MCU, sur l'univers du MCU. Ah, c'est dingue ça, ce qui se passe. C'est juste, alors,
des films ont eu un impact sur les personnages, mais là, vraiment, dans l'univers où on va voir un truc dans d'autres films, et je pense qu'on le verra, c'est obligé, tu vois. Enfin, si les films qui sortent font suite à celui des Éternels, donc qui normalement le prochain fait ce la sera suite. Spider-Man, Alors, si c'est la suite. Spider-Man, je sais pas. Je sais pas si chronologiquement il se je sais pas. situerait après les Éternels. Mais je pense que les films qui vont arriver après Spider-Man vont faire suite à tout ça et aux Éternels. C'est obligatoire qu'on verra la conséquence des Éternels. Obligé. On ne peut pas voir la conséquence des Éternels. C'est assez ouf ce qui est mis dans ce film. Oui. C'est assez dingue. Il est visuellement très beau. Les scènes d'action sont cool. Il est long. Il est un peu long. Et il s'explique beaucoup tout du long. Mais pas, pour introduire tout ça, on lui pardonne, après, on lui en veut pas. Il se surexplique par moments. C'est un peu, comme on dit les films texans, c'est qu'en fait, ils expliquent sur des explications. Et des alors que c'est clair à l'écran. C'est clair à l'écran. On aurait gagné une demi-heure de film que c'était pas plus mal. Mais clairement, il est épique par bien des aspects. Tous les gens qui vous disent que c'est pas terrible, c'est leur avis. En tous les cas, faites-vous votre avis. Des 3 films qu'on a vus, faites-vous à chaque fois votre avis. Mais celui-là, celui qu'on recommande le plus parmi les 3. Même moi, j'étais agréablement sorti quand je suis sorti. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a qui disent même qu'il est aussi nul que Thor 2. Ah ouais, non, donc Thor 2 est nul à chier. Mais je pense qu'en fait, ils confondent le fait qu'il soit bien ou pas, mais ils confondent surtout les entrées. Le film n'a pas beaucoup fait d'entrées. Là, à la semaine où on parle, là, il vient de se rembourser lui-même. Donc il a coûté 200 millions. Je crois il a rapporté 200 millions en 2 semaines. C'est plutôt honorable. Ouais, rapporté 220 millions en 2 semaines. Mais il a galéré, hein, vrai. Il a galéré à les rapporter. Alors que les Shang-Chi et Black Widow l'avaient rapporté beaucoup plus vite, en fait. Donc c'est pour ça que des gens disent qu'il est moins bien que Thor, parce que Thor a été un échec commercial et un échec critique, même envers les fans. Hein. Mais là, là, on parle pas du chiffre, mais vraiment critique du film, s'il est bien ou pas, bah c'est injustifié. Ouais, c'est injustifié. On lui fait un bien mauvais procès. Les Éternels, on vous recommande de le regarder.